Quand les gens m'entendaient parler anglais et qu'ils me disaient « Ah, mais t'es américaine ?» Je fais « Bah, mon père est américain. » Il fait « Bah oui, t'es américaine. » Je fais « Non, je suis française. » Il dit « Bah non, t'es américaine. » Je fais « Putain, mais foutez-moi la paix, je suis française. Enfin, j'ai habité ici, je sais pas ce que vous voulez de plus. » Et quand j'allais aux États-Unis, il dit « Ah ouais, t'es française. » Je fais « Mais non, mais je sais pas, pick something and stick with it. » Tu vois, genre, je sais pas déjà pourquoi j'ai besoin d'une validation sur l'un ou l'autre. Je peux être les deux. Après 10 ans d'expatriation entre les villes de New York, de San Diego et de Londres, c'est lors d'un voyage en France, à l'automne 2019, que Déborah réalise qu'elle ne veut plus vivre à l'étranger. Ou en tout cas, elle veut plus de cette vie-là, elle en peut plus. La famille, la gastronomie, ses amis, sa vie d'avant, tout lui manque. Alors elle décide de s'écouter et elle et son mari prennent la décision de rentrer vivre en France. Après des mois de préparation, une date est enfin posée et tout est prêt. Déborah et Kevin rentreront à Paris en mars 2020. La suite, même si vous n'êtes pas historien, vous pouvez l'imaginer, la ville de New York ferme, la France aussi, les compagnies aériennes se mettent à l'arrêt, alors que les amoureux sont en plein déménagement. Alors Déborah nous raconte cette succession d'événements. Elle était passée à mon micro il y a quelques années et vous vous apprêtez à découvrir ou à redécouvrir cette histoire dans cette rediffusion. Depuis, Déborah est revenue s'installer seule à New York, une vie qui a donc beaucoup changé et qu'elle nous raconte dans l'épisode 2 que l'on a enregistré un peu plus récemment et qui est sorti lui-même aujourd'hui. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous aimez notre travail, que vous souhaitez le soutenir ainsi que notre indépendance, je vous encourage à vous abonner. Allez, c'est parti! On se parle aujourd'hui, on va parler de ton retour en France. Donc tu étais expatriée où ? J'étais expatriée à New York. On a passé 4 ans là-bas avec mon mari et notre chien. Et avant, on était en Californie à San Diego. Et avant ça, on était en Angleterre. Donc en tout, ça fait pratiquement 10 ans qu'on a quitté la France. Ah ouais, donc une sacrée déconnexion quand même. Oui. T'es jamais vraiment partie avec l'idée de refaire ta vie à l'étranger. Tu t'es toujours dit que tu rentrerais ou pas du tout ? Non, on s'est jamais dit qu'on rentrerait du tout. C'était jamais dans nos plans en fait. Surtout quand on est parti aux États-Unis, c'était vraiment le one stop, let's go, that's it. Et c'était vraiment tout. Et on n'a pas vraiment aimé la Californie. Je crois que le choc culturel a été un peu violent par rapport à Paris. Ah ouais. Et San Diego, c'était pas notre truc. Sauf que j'adorais mon boulot là-bas, donc on est resté quand même 2 ans et quelques, je crois. Et après, on a trouvé, vu qu'on détestait San Diego, on a choisi l'opposé le plus possible. Donc on a changé de côte pour aller à New York et on a pris New York parce que c'est vraiment l'opposé de San Diego. Ouais, c'est pas encore complètement Paris non plus, hein. C'est vraiment différent. Maintenant que je suis rentrée à Paris, je me rends compte à quel point c'est différent. Mais étant donné qu'à ce moment-là, ça faisait à peu près 7 ans que j'avais quitté la France, je me dis non, mais c'est bon, c'est ça. On parle pas de même langue, mais en gros, c'est pareil, quoi. Et on adore New York. On a vraiment adoré New York. C'était pas forcément facile de partir, mais déjà au niveau de la santé, c'est une catastrophe. New York particulièrement ou les US en général ? Ah non, les US en général. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'on a eu plus de problèmes. Enfin, c'est pas forcément de problèmes de santé, mais on a plus allé chez le médecin à New York qu'en Californie. Et du coup, ça, c'était franchement, c'était affligeant. Et en plus, notre but dans la vie, c'est quand même d'acheter, d'être bien, quoi, d'être posé. Les prix à New York, forget about it. C'est pas possible. Ouais. On avait des amis qui, il est dentiste et son mari est aussi très bon dans sa carrière et ils ont acheté un appartement qui fait 50 mètres carrés au 14e étage sans vue. Ça leur coûtait 1,5 million de dollars. C'est et la puis on voit très cher. Très cher. Et franchement, on n'était vraiment pas à plaindre, on gagnait très bien notre vie.
juste pas assez bien pour pouvoir acheter et vraiment se poser. Ouais. Donc du coup, tu t'es jamais vraiment complètement sentie à la maison, quoi. Si, un peu bizarrement. Enfin, Ouais. on était bien, quoi. On était chez nous, il y avait notre chien était bien, Kevin était bien, on avait tous les deux notre boulot, nos routines, nos amis. Ça, c'était ça qu'on manquait à San Diego. On n'avait pas vraiment d'amis où on était vraiment devenus potes et proches. Là, c'était le contraire. Là, on avait vraiment des amis sur lesquels on pouvait compter, qui étaient là pour nous, qu'on adorait voir. Donc ça, c'était aussi un peu difficile de partir, mais bon, la décision a vite été faite quand je me suis rendu compte que c'était l'heure de rentrer, quoi. Justement, raconte-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Donc vous saviez qu'en gros vous étiez bien, mais que c'était un petit peu compliqué de vraiment complètement poser les valises, mais vous vous êtes pas dit tout de suite on va rentrer. Comment ça s'est passé ce déclic? C'était un peu c'était pas normal dans le sens où Kevin était rentré en France d'abord. Quand on était à San Diego, il a dit non mais on peut pas rester aux États-Unis, c'est juste pas possible. Moi j'étais pas rentrée, c'était juste lui. Et il m'a dit pourquoi il qu'on disait parte parce que il était avec sa famille, ça lui manquait et puis tout est très nostalgique quand on rentre. Même là, on redécouvre la nourriture qu'on mangeait quand on était enfant. Et du coup, c'était un peu la nostalgie. C'était de rentrer à San Diego, qui n'était pas forcément l'endroit le plus excitant où on a vécu. Donc, et moi, je suis partie du sens bon bah ok, très bien, mais j'ai pas envie de rentrer en fait. Et du coup, il fait non, mais faudrait qu'on rentre. Et quand on est parti de San Diego, quand on a pris la décision de partir de San Diego, on s'est même pas posé la question de rentrer en France parce que pour moi, j'étais pas prête. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais pas prête. Et donc Kevin a fait quelques allers-retours en France. Moi, je suis pas rentrée en France pendant 5 ans. Je sais pas pourquoi. Ok. C'était très long. Et pourtant, ma famille venait, mes parents venaient me voir, etc. Et puis j'avais des nouvelles de mes amis, je leur parlais sur FaceTime, WhatsApp, etc. Donc ça, j'avais pas vraiment le manque. 5 ans plus tard, j'avais une pause de 1 semaine entre quand j'ai changé de boulot. Donc on était déjà à New York depuis à peu près 2 ans. Et j'ai décidé de rentrer à Paris. Et puis j'étais contente de rentrer. J'avais plus ou moins hâte, mais j'étais pas hystérique. Vraiment. C'était un voyage comme un autre, quoi. J'étais contente de rentrer, j'avais hâte de voir mes amis, mais j'avais été plus excitée de partir en vacances, quoi. Enfin, c'était très bizarre. Pourtant, t'étais pas rentrée depuis très longtemps, quoi. T'aurais pu effectivement te réjouir 5 ans et ouais, non, c'était sans plus. Et donc ça faisait très très longtemps. On était à New York. J'avais 1 semaine entre le travail que je quittais et le travail que je commençais. Et puis j'étais pas forcément plus excitée de ça, de rentrer, quoi. Enfin, j'avais hâte de voir mes amis. Kevin venait pas avec moi, donc ça aussi c'était pas top, mais peu importe. Mais alors, pour être sûr que j'ai bien compris, c'était entre 2 jobs qui allaient être à New York, que tu avais 1 semaine de vacances que tu allais passer en France, c'est ça? Ouais, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais à New York, que j'avais un boulot. J'ai quitté le boulot, j'avais demandé 1 semaine de répit parce que j'étais crevée. Enfin, les vacances à New York, c'est optionnel, hein. Et du coup, j'ai eu ma semaine et je me dis bon bah je vais rentrer à Paris parce que je savais pas quoi faire d'autre. Surtout que Kevin pouvait pas venir avec moi. Ouais. Et c'était vraiment c'était par dépit, quoi. Enfin, c'était je peux le faire. Je vais le faire. C'est ouais, je fais bon bah je vais aller voir mes potes, ça fait longtemps, je leur parle souvent mais c'est pas grave, ça fait un bout de temps que je suis pas rentrée. J'aurais été plus excitée si je partais en vacances quelque part, mais là vraiment c'était sans plus. J'étais embêtée que Kevin vienne pas avec moi, j'étais embêtée de quitter ma vie à New York. C'était très bizarre enfin c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Donc tu t'assieds dans l'avion. Et donc je me suis assise dans l'avion. Là, ils disent que l'avion est à destination de Paris-Charles de Gaulle. Et là, je me suis mise à fondre en larmes. Les gens à côté de moi m'ont regardé comme si j'étais une psychopathe, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, j'ai fondu en larmes. Et là, c'est là au moment où je me dis, mais en fait, tu rentres à la maison, quoi. Enfin, tu rentres à Paris. Quand j'ai vu la Tour Eiffel, j'étais hystérique. Je suis restée... Je suis restée chez ma meilleure amie qui habitait à Boulogne-Billancourt, à peu près 10 minutes de là où j'ai grandi. Et donc, restée chez elle, j'étais hyper contente de la voir. C'était le moment fatidique de bon bah si je bouge pas de l'appartement, je vais m'endormir. Si je m'endors, je vais jamais me remettre du décalage horaire. Donc il faut qu'on bouge. Donc on est parti
en promenade parce qu'il faisait pas un temps horrible. Et on est parti là où j'ai grandi. Et là, pareil, émotion. 10 minutes avant qu'on arrive devant le bâtiment, j'étais déjà en train de pleurer, quoi. Bah, en même temps, ça fait longtemps, ouais, c'est... Ouais, ça faisait 5 ans. En plus, mes parents habitaient plus là-bas. Ils avaient vendu l'appartement il y a un bout de temps. Donc, c'était vraiment, c'était too much. Et du coup, j'ai passé une semaine de dingue. Et puis après, j'ai dit à Kevin, ouais, il faudrait qu'on rentre à Paris quand même. Sauf que je vais commencer le travail. Que j'allais commencer le travail, que ça se faisait, j'étais contente du rôle et je me voyais pas partir tout de suite, c'était pas le moment. Fast forward, en septembre dernier, j'ai fait un petit séjour à Paris parce que c'était prévu, j'avais envie, c'était temps, ça faisait un an et quelques que j'étais pas rentrée et j'avais déposé mon meilleur ami, j'avais aidé mon meilleur ami avec son déménagement parce que lui était à New York et il est américain, il allait faire ses études à la Sorbonne et donc je me dis une pierre deux coups. Donc je suis rentrée, j'ai vu tous mes amis, j'ai retrouvé les goûts et les couleurs de la France et à ce moment-là, c'était juste pas possible de rentrer, quoi. J'ai fondu en larmes à l'aéroport de Paris pour rentrer à New York. J'étais vraiment, c'était pas bien et j'ai dit à Kevin, j'ai dit il faut qu'on rentre, c'est juste pas possible, on peut pas rester. Et comment t'as su que c'était pour de bon, c'est-à-dire parce que je veux dire les retours chez nous, c'est toujours un peu difficile quand même de dire au revoir à l'aéroport. Comment t'as su que c'était vraiment sérieux, qu'il fallait vraiment que là en fait les États-Unis c'était la fin, il fallait rentrer à la maison, quoi? Parce que j'étais prête à tout pour ne pas être sur le vol. Ah ouais? Ah ouais, mais au point où je me dis il faut que j'aille voir un psychologue. Parce que je me disais s'il y a moyen que la voiture ait un petit accident assez grave pour que je rate mon vol, mais assez simple pour que je me fasse pas mal, ce serait top. Ouais, ça fait un peu penser au scénario qu'on se faisait quand on était petit pour que les contrôles soient annulés, quoi. Faudrait qu'il y ait une météorite qui tombe sur l'école, des trucs comme ça. Ah ouais, non mais vraiment, mais je vais pas bien dans ma tête. Et pourtant je suis rentrée, j'étais très contente de rentrer, mais c'était pareil, la même discussion qu'on avait eu avec Kevin de il faut qu'on rentre, on en parle beaucoup, sauf qu'il y a rien qui se passe. En fait la décision était plus ou moins simple parce que notre bail de notre appart à Brooklyn se terminait le 30 mars. Que on était censé partir au Japon le 23 mars. On a annulé le vol du Japon et on s'est dit le 23 mars c'est le moment où on rentre. En 2020 là, on est d'accord. Là on est de 23 mars 2020, la décision a été prise en septembre 2019. D'accord. OK. Quand j'étais d'ailleurs à Paris. Mais c'était plus facile j'avais vraiment pas envie de rentrer, mais c'était plus facile de rentrer en me disant en fait c'est temporaire, c'est juste l'histoire de 6 mois. Et puis à ce moment-là, c'est 6 mois, ça fait chier, mais bon, ça nous permet de boucler un peu tout, toutes les choses qu'on n'a pas faites pendant qu'on était à New York, c'est une bonne opportunité de le faire maintenant. Et puis de finir mon boulot et de partir dans de bonnes conditions sans que ce soit précipité. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par faire des trucs à New York que t'as pas fait? T'as fait un peu ta bucket list de New York? Ouais, ma bucket list à New York, j'ai eu la possibilité de faire pas mal de trucs. J'ai pris c'est ridicule, hein. Mais j'ai pris des cours de danse au Broadway Dance Center, qui est une des meilleures écoles de danse à New York. Ça, c'était un truc que j'avais sur ma bucket list. J'avais envie de marcher du plus haut nord de Manhattan jusqu'au sud, Battery Park. Ça, j'ai eu possibilité de le faire en septembre aussi. Et quelques trucs comme ça, quoi. Mais entre-temps, il y avait le boulot, etc. Donc, on n'avait pas non plus le temps de faire tout. Mais c'est pour ça que j'avais pris 2 semaines. À partir du moment où j'ai quitté mon travail, j'avais mis de l'argent de côté pour avoir 2 semaines où je fais tout ce que j'ai envie de faire. Ce que tu veux, quoi. Pas de regrets comme ça. Sauf qu'après, il y a eu le Covid. Donc... Alors, quand est-ce que c'est arrivé à New York? Quand est-ce que tu as réalisé que c'était un vrai truc, quoi? Moi, je sais que personnellement, je me suis rendu compte, je suis à Boston, je me suis rendu compte que c'était vraiment grave une fois que j'ai vu le discours de Macron à la télé. Je sais pas, comment ça s'est passé à New York et comment est-ce que ça a impacté du coup votre projet? En fait, moi, j'étais absolument pas stressée jusqu'à ce que je l'ai. Parce que j'ai eu le Covid à peu près 10 jours après rentrer, c'était le bordel.
Mais en fait, je pensais que tout le monde était drama. C'est bête, hein, mais j'entendais ce que Trump disait en disant, bah en fait, c'est pas pire que la grippe. Et je me dis, bah en fait, ouais, c'est la grippe, ça doit pas pareil, quoi. Je crois qu'on l'a tous pensé à un moment donné, bien sûr. Ouais. Mais l'ignorance totale, quoi. Et mon père, mon père, mes parents avaient déménagé dans le Connecticut, était en mode psychose. Et il dit, il faut que tu partes de Brooklyn, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres, tu vas être coincé à New York, tu peux pas être coincé dans ton appart, il est vide. Faut vraiment que tu te barres de New York, tout de suite. Et du coup, on a dit aux déménageurs de venir plus tôt, ce qui était possible. Donc les choses ont été vraiment vraiment précipitées et on est parti, le studio de danse avait fermé, donc tout ce que j'avais envie de faire j'ai pas pu le faire. Bref, c'était le bordel, la ville était plus ou moins shut down, quoi. Ouais. Et du coup on a demandé à un de nos amis de nous déposer en voiture dans le Connecticut. Il est venu nous chercher avec le chien, les bagages, les sacs, parce qu'on n'avait pas assez de valises. C'est nous deux, on était dans une voiture qui était bondée, j'avais même pas de place pour poser mes pieds par terre. Le seul qui était bien loti, c'était le chien parce qu'il était sur sur son lit, sur le siège. Mais vraiment, on était tous coincés, on pouvait plus bouger, quoi. Et on est arrivé chez mes parents pendant 5 jours où on allait faire les courses pour eux et on se faisait chier parce que c'est fin fond du Connecticut et c'est pas forcément notre là où on vient, quoi. Nous on aime bien le hustle bustle de New York, donc c'était un peu le choc. Donc on a passé 5 jours là-bas et notre vol au départ c'était Norwegian avait été annulé, donc on a dû rebooker un vol pour passer sur Air France parce qu'Air France était en mission de rapatrier les Français. J'avais des cauchemars mais en fait on va jamais réussir à partir le 23, surtout que j'avais réussi à trouver un boulot à distance qui commençait le 30. Ouais. Bon, après ils peuvent comprendre aussi, mais ah ouais, non mais carrément, mais j'avais aussi peur qu'ils disent en fait l'offre c'est le bordel maintenant, donc commence pas chez nous, en fait. Du coup, j'avais pas envie de leur donner une option de se dire bon bah on sait pas quand elle va rentrer, bon bah on va trouver quelqu'un d'autre. Donc c'était plus précipité de ce côté-là, surtout que on avait loué un Airbnb pendant 3 mois à Paris, histoire de se poser, etc. Donc c'était tout avait été fait, donc c'était un peu difficile de dire bon bah en fait on annule, quoi. Tout était tellement bien programmé que si t'as un grain de sable dans je trouve plus le mot, tu vois ce que je veux dire, dans la roue, ça met un peu le bazar dans toute votre organisation, quoi. Voilà. Et l'organisation était déjà très précaire, justement à cause du Covid. Donc j'essayais vraiment. Enfin c'était pas le moment, quoi. C'était vraiment pas le moment, mais bon, on fait avec. Et donc notre vol sur Air France avait été scheduled et je regardais à peu près tous les jours sur le vol pour voir si le vol avait été annulé ou pas. Et le vol, il les annulait pas moins d'une semaine. Enfin, c'était à une semaine avant le départ que généralement il les annulait. Donc, j'avais pas de précision pour le 23, qui était la date de départ originale. Donc, je regardais les vols qui partaient le même vol. Donc, je sais plus quel était le numéro de vol, mais j'avais tapé le numéro de vol et je regardais. Et tous les vols en fait de la semaine avaient été annulés, mais pas encore lundi. Et donc là, je me dis, mais en fait, c'est pas possible parce que si tous les vols de la semaine ont été annulés, ça va être le bordel. Lundi, si ça se trouve, ça va être annulé aussi. Bref. Donc, j'appelle Air France. J'attends au téléphone pendant 1h30 pour leur parler parce que forcément, il y avait tous les gens qui appelaient pour annuler leur vol, etc. Et donc, je les appelle et ils étaient tellement confidents, en fait, dans le, non, mais ça va, pour l'instant, c'est scheduled, donc je vois pas pourquoi ce serait annulé. Et puis on était à quelques jours du départ, donc je me dis bon bah peut-être que ça va pas être annulé au final, je sais pas trop. Donc j'ai parlé à mon père après, il m'a dit bon bah alors tu pars quand? Je fais bah le 23. Il dit non mais Débo, en fait, il faut que tu partes plus vite. Faut vraiment genre get out of here. Parce que si ça se trouve ils vont arrêter les vols transatlantiques. C'est arrivé 2 fois pendant que de ma vie, et ça c'est not a good place to be in. Tu es rapproché du consulat de France à New York pour t'aider justement là-dessus ou pas du tout? Bah en fait je les ai appelés, ils répondaient pas. J'ai appelé le consulat de Washington, ils répondaient pas. J'ai appelé le consulat de Los Angeles, ils répondaient pas. Ouais, d'accord. Et puis en fait j'avais pas le temps d'attendre que le consulat me rappelle.
On était vraiment à quelques jours du départ à ce moment-là. Donc, je me rappelle, c'était le jeudi avant le lundi où qu'on parte. Donc, c'était pas le moment. Ouais. Donc, je rappelle Air France. Mon père me dit, mais en fait, pars au plus vite. Et donc, je leur dis, bon, au niveau de vol cette semaine, ça se passe comment? Il me fait, on a un vol qui est maintenu, vraiment maintenu, samedi soir. Ok. Et donc là, on est jeudi. Je fais samedi soir, c'est le cas. Et mais surtout qu'en fait, on était en plus, on a notre chien avec nous, un Golden Retriever. On a les papiers très spécifiques parce qu'en fait, il faut qu'on aille chez le veto, que nos vétos nous envoient le certificat, tous les papiers qui ont besoin d'être faits. Après, on l'envoie au USDA à Albany, à New York. Et après, à partir du moment où le processus on a les papiers du veto, on les envoie, on a 10 jours pour partir. D'accord. Ah ouais. Ok. Et si c'est 10 jours plus tard, ça s'annonce compliqué parce qu'il y a possibilité qu'ils disent, en fait, vos papiers sont plus valides. Sauf que là, on était dans le Connecticut, donc si nos papiers étaient plus valides dans le Connecticut, on aurait dû aller voir un autre veto qui a pas d'historique. On aurait dû repayer les $350 qu'on a dû payer au départ pour avoir les papiers. Enfin bref. Donc en plus le stress additionnel parce que si c'était pas pour les papiers du chien, qu'on soit parti le 23, le 30, ça aurait pas été top, mais peu importe quoi. Ouais. Et du coup, je fais ok, samedi soir, c'est bon. Donc on est parti samedi soir. L'aéroport était vide et c'est glauque parce que on est parti de JFK et vraiment j'étais encore en mode non mais en fait les gens sont un peu drama quand même. Mais c'était vide. On était hors de pointe un samedi soir je sais pas, il devait être 6h du soir, il y avait pas de monde sur la route. L'aéroport était vide. On est arrivé, on a été attendu, on attendait à la gate. Il y avait, je crois, un seul autre vol qui partait de la même région à ce moment-là. Donc il y avait pas les annonces, il y avait pas le bruit, il y avait rien. C'était vide. Ah ouais, un peu comme dans un film, c'est bizarre ça, ouais, effectivement. J'avais l'impression que c'était la fin du monde, c'était glauque, vraiment glauque. Ouais, un au revoir à New York un peu bizarre quoi. Au revoir à New York un peu bizarre parce qu'on n'a même pas pu faire de câlin à nos amis. Ouais, ouais. C'était vraiment précipité et c'était ça qui était horrible parce que le truc de la bucket list, de toute façon on reviendra à New York un jour ou un autre, c'est pas dramatique. Mais le fait de pas pouvoir dire au revoir à nos amis, ça vraiment c'était pas agréable. On est resté chez mes parents pendant 5 jours, j'ai pas pu leur faire de câlin d'au revoir. Ah ouais. Et c'est bizarre parce que du coup je sais pas quand je vais les revoir. Et mais c'est pas grave, je leur parle plusieurs fois par jour. Au téléphone parce que famille juive, donc s'ils entendent pas parler de moi, ils appellent Interpol. Mais c'était vraiment pas facile. Et en plus on a eu des problèmes avec le Airbnb parce que l'hôte chez qui on devait rester pendant 3 mois était pas très il répondait pas trop. Il m'a dit que c'était pas possible que je reste chez lui avant le 23 parce qu'il y avait quelqu'un là-bas. Et puis après, on était censé rester près du parc Monceau. Mon père me dit, mais pourquoi tu restes près du parc Monceau? Parce que tous les parcs sont fermés. Je fais, comment ça, tous les parcs sont fermés? Il fait, la France, elle est confinée, là. Je fais, non, mais je sais que c'est confiné, mais les parcs. Il fait, non, mais les parcs sont fermés. Et je fais, ok, mais en fait, notre chien, il est un peu chiant parce qu'il fait pas ses besoins sur le béton. C'est un prince. Et du coup, je dis, comment on fait? Il fait, essaye le bois de Boulogne. Ils peuvent pas fermer le bois de Boulogne, c'est trop grand. Et du coup, je fais, ok. Donc, on a annulé l'Airbnb qu'on avait du parc Monceau. Le mec était ravi. On a trouvé un appart à Boulogne-Nord. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment full circle parce que j'ai grandi à Boulogne. Et je suis née à quelques minutes de l'hôpital je suis née à quelques minutes de là où je reste. La clinique est vraiment tout près. Et donc, c'était vraiment full circle parce que j'ai grandi toute ma vie à Boulogne. Mis à part les quelques voyages que j'ai fait aux États-Unis, parce que mon père est américain, c'est tout. Enfin, c'était vraiment full circle. Donc là, c'était vraiment, vraiment très nostalgique de rentrer parce que tout était très familier. On a trouvé le Airbnb. Le Airbnb est vraiment top. On a parlé avec la proprio et on vient de signer un bail de 1 an.
Du coup, ça n'a pas été trop compliqué. On parle souvent justement de cette paperasse, le manque d'historique en France, ça a été? Ah non, c'est horrible. J'ai toujours pas de compte en banque ouvert. T'avais fermé ton compte en banque français quand t'es parti? Ah bah oui. Donc ça a simplifié ton retour, du coup, d'un point de vue administratif. Kevin, il a pas eu de problème du tout. On a trouvé une banque qui s'appelle N26, qui est allemande, où c'est hyper simple d'ouvrir un compte en banque. En gros, tu mets tes informations, tu télécharges l'application, tu t'autorises à te faire géolocaliser, et t'as juste à mettre une copie de ton passeport ou de ta carte d'identité pour vérifier tes informations, et après c'est basta. Donc Kevin a un compte en banque, il a sa carte, tout est bon. Moi, j'ai eu un problème avec le compte parce que j'ai mis mon nom de mariée et pas mon nom de jeune fille. Du coup, le nom mon passeport, c'est toujours sur mon nom de jeune fille, parce que la paperasse, c'est juste pas possible. J'ai même pas envie de gérer. Et du coup, ils ont pas pu ouvrir le compte, et depuis, c'est un bordel monstre. Et du coup, ça fait le compte de Kevin est ouvert depuis le 1er avril. Moi, depuis le 1er avril, je leur parle pour essayer d'avoir un compte ouvert. Ah ouais, ok. En plus de ça, à peu près 10 jours après être rentré, Kevin est tombé malade. On s'est douté que c'était Covid. Ouais. En fait, ils ont pas de test, donc on n'a pas su. Mm-hmm. Mais Kevin, il a un système immunitaire qui est quand même assez costaud. Mais il avait la fièvre, la toux, il a complètement perdu le goût. Et pendant quelques jours, il était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et puis après, c'est parti aussi vite que c'est venu, en fait. Et moi, quelques jours plus tard, je me prends un espèce de Covid. C'était moi, j'ai eu tout. J'ai eu les problèmes digestifs, j'ai eu la toux, j'ai eu la fièvre, j'ai complètement perdu mon odorat. Ouais. Au point où je mettais, tu sais, le Vicks Vaporub, qui est quand même, c'est du menthol, c'est de l'eucalyptus, c'est quand même très puissant comme odeur. Ouais. Je le mettais sur ma poitrine parce que j'avais de la toux, et généralement quand j'ai de la toux, ça me fait du bien. Là, je ne le sentais pas, donc je mets littéralement le pot devant mes narines, et là, je ne sens absolument rien. C'est pas possible. C'était vraiment flippant. Donc j'ai appelé mon médecin, que je voyais, parce que du coup, vu que j'ai grandi à Boulogne, c'était le médecin que je voyais quand j'étais à Boulogne, qui est à 10 minutes de là où je vis actuellement. Et je l'ai appelé, et lui connaît mes antécédents au niveau que j'ai eu des problèmes d'asthme à cause des allergies. Et que en ce moment, on est en plein printemps, donc c'était pas le moment de prendre ça trop à la légère. Donc je suis allée le voir, il a insisté pour que je vienne à son cabinet. Je suis allée le voir, il a écouté mes poumons pour vérifier qu'il sentait pas qu'il y avait trop de gros problèmes. Et il m'a dit je te mets en arrêt maladie pendant 2 semaines, parce que j'avais déjà commencé le boulot depuis 1 semaine à ce moment-là. Et c'était trop tard pour que ce soit le décalage horaire, c'était plus le décalage horaire là. Kevin était au top parce que lui il avait plus aucun symptôme, donc c'est tombé à pic parce qu'il pouvait s'occuper de notre chien, parce que notre chien il fait 35 kilos, Golden Retriever. Le fait d'être malade et d'avoir de la fièvre, c'est pas une assez bonne excuse pour pas le sortir et lui donner l'exercice dont il a besoin, quoi. Ton travail, tu l'as commencé tout de suite du coup en télétravail, en fait, ton nouveau job à Paris? Je suis allée chercher, donc je commençais le lundi 30. Sauf que mon ordi pro était pas prêt pour que j'aille le prendre. Donc ils m'ont dit de venir mardi, sauf que lundi j'étais sur des calls, j'avais pas accès aux emails ou quoi que ce soit, mais je participais comme je pouvais de mon ordi perso. Et du coup mardi je savais pas comment aller au bureau, donc j'ai fait Uber aller-retour. Ouais. Parce que je savais pas comment y aller. J'ai montré les papiers dont j'avais besoin, j'ai pris l'ordinateur et je me suis barrée. Et puis après, ça a commencé jusqu'à ce que je me fasse sacrément démonter par Covid. Ouais. Où là, j'avais essayé de travailler lundi parce que mon rendez-vous était pas avant 17h, et je comprenais rien, quoi. Je comprenais rien. On m'expliquait des trucs, j'arrivais pas, je prenais des notes, hein, mais vraiment, j'avais l'impression qu'on me parlait une autre langue, quoi. Il me parlait, en plus c'est le début, donc je connais pas encore tous les détails du client, etc. Mais j'étais un peu paumée, quoi. Ouais. Et du coup, le mardi, je suis pas allée, j'ai pas fait
télétravail, j'ai tout annulé jusqu'à ce que je rentre. Ouais, et puis alors là, du coup, je pense à ton retour, même d'un point de vue administratif. Enfin, tu peux pas aller voir qui que ce soit pour t'aider sur ton retour, puisque vous êtes confiné, vous êtes quand même dans des circonstances vachement étranges. Hein. C'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Bah ouais, bien Parce sûr. que ce que j'avais en tête, c'est on est le 23 mars, j'avais pris un Airbnb où il y avait une table à manger. Je me dis, on va avoir un dîner avec tout le monde, il va y avoir du vin, on va parler, on va discuter, on va manger, on va se retrouver. Bah, en fait, non. Non, Pas du tout tout. de suite, en tout cas. Non, pas du tout. Ouais. J'ai eu ma meilleure amie au téléphone quand je suis rentrée. Elle est littéralement à 5 minutes de chez moi. Et elle me dit, bah, en fait, on peut pas se voir. Et puis moi, c'était avant que je sois malade, hein. Et du coup, je me dis non, mais c'est bon, tu peux te mettre d'un côté de la rue et moi je vais de l'autre côté et c'est bon. Il fait non, mais en fait on est confiné, on n'est pas censé sortir, sauf s'il y a vraiment besoin. Ouais, ça. Et je dis ouais, mais de voir ta meilleure amie, c'est pas un besoin. Enfin, c'est non. Au niveau administratif, mon arrêt maladie, j'étais censée l'envoyer. Je savais pas où l'envoyer parce que j'avais pas eu d'arrêt maladie avant dans ma vie. Du coup, je regarde sur internet et en gros, ils me disent que vu que j'ai pas travaillé un certain nombre d'heures en France, l'arrêt maladie sert à rien parce que je ne serai pas payée. Ah ouais. Ouais, mais bon, après, on vient des États-Unis, donc c'était pas forcément choquant. Hein. Ouais. Et puis, on avait mis de l'argent de côté spécialement parce que moi, j'avais trouvé un travail. Kevin n'a pas encore trouvé de boulot. Et on avait mis de l'argent de côté pour être sûr que ça irait au niveau du retour, pour être vraiment sûr. Et du coup, j'ai même pas envoyé mon arrêt maladie parce que, je savais pas où aller. Et deux, bah, de toute façon, ça aurait rien changé. Surtout, il faut que je réouvre mes droits auprès de l'assurance maladie. Sauf que pour réouvrir les droits, faut un RIB, ce que je n'ai pas parce que j'ai pas encore de compte en banque. Oh la vache. Bah, je me dis, bon, bah, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, l'employeur chez qui je travaille ont été plus que gracieux parce qu'ils m'ont dit, écoute, ils m'ont envoyé un mail le jour où je suis rentrée en me disant, écoute, ton salaire est maintenu à 100%, même si ça fait pas longtemps que t'es chez nous. Et l'argent qu'ils me doivent est en attente parce que j'ai pas encore de RIB. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toi, Kevin, et à votre chien? Un déconfinement rapide. Mais non, mais on est heureux d'être ici, vraiment. Je suis tellement contente d'être à Paris. Ouais, malgré la situation, pas de regret. Non, pas de regret. Je sais que je regrette la façon dont on est parti de New York. Vraiment, ça, je le regrette vraiment parce que j'avais vraiment des trucs qui me tenaient à cœur de faire, que j'ai pas pu faire. Et même, j'ai pas pu dire au revoir à mes amis et à ma famille. Et c'est des amis dont on est vraiment, vraiment été proches, dont une de nos amies qui se marie en fin septembre à New York où on a été invités. Pour l'instant, c'est encore fin septembre, mais on ne sait pas encore si ça va être le cas, si ça va être maintenu. Donc, je sais que de toute façon, on va rentrer à New York bientôt, mais ouais, c'est beaucoup de regrets d'être parti dans ces conditions, mais que du bonheur d'être rentré. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu venais de t'installer à Boulogne-Billancourt. Oui, je suis toujours dans le même appartement parce qu'on est arrivé en plein confinement, donc c'est pas comme si on avait l'option de pouvoir aller dans tous les visiter des appartes, les cabinets, etc. C'était pas possible. Du coup, on est resté sur place et on s'est dit bon bah on va rester ici un temps, le temps que mon CDI soit validé, le temps que le CDI de mon mari soit validé, et après on se barre. On paye très cher, on est au-dessus des prix du marché parce que soi-disant il y a une vue sur la Tour Eiffel et c'est incroyable. C'est très joli. Hein. Non mais en vrai c'est très joli pour la première semaine. Tu vois, mais après, bon, bah, ok. Cool. Mais bon, par rapport à ça, on peut pas se plaindre. On est bien, on est près du parc, on est près du bois, donc c'est bien quand même. D'accord. Donc, ouais, pas grand-chose à changer par rapport à ça. D'accord, ok. Donc, vous êtes toujours au bon endroit, enfin au même endroit, et donc effectivement, vous êtes arrivé en plein confinement. C'était un peu compliqué parce que tu ne pouvais pas, je me souviens, tu nous parlais de ta meilleure amie qui habitait à quelques rues de là où vous êtes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, comment s'est passé ce confinement alors qu'on est de retour chez soi,
mais dans un monde un peu parallèle. Comment ça s'est passé ces 2 mois en fait, passés à la maison, dans une maison qui n'était pas la tienne? C'était très bizarre. Parce que en plus d'être une maison qui n'était pas la nôtre, on n'avait pas nos affaires. Donc on était encore en train de vivre avec nos valises en fait. Donc déjà ça c'est pas hyper agréable parce que du coup on reprend toujours les mêmes vêtements et on fait toujours. C'était vraiment monotone. Enfin honnêtement c'est bizarre de me rappeler de ce moment-là parce que autant j'étais pas déprimée au point que j'étais sur Xanax, tu vois. Mais c'est vraiment une période que je préfère oublier. En fait, c'était compliqué. Tu commences un nouveau boulot. Tu vois pas les gens avec qui tu travailles. Tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est compliqué. En plus, le onboarding, quand t'es à distance, même s'il y a le partage d'écran, etc., je sais pas si c'est eux qui savaient pas exactement comment faire quoi, mais c'était pas très très chaleureux, quoi. C'était pas très chaleureux, c'était pas très bien. Et c'était un peu fait à l'arrache, quoi, parce que tout le monde était, je pense que tout le monde était perturbé, en fait. Ah bah c'est sûr, et même, j'allais dire encore maintenant, parce qu'aux États-Unis, enfin moi je suis à Boston, on est encore un peu confinés quand même, hein. Oui. D'accord. Alors donc justement, en fait, tu nous disais donc que tu rentrais, t'avais trouvé un job. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là, du coup? Alors un onboarding, une intégration qui n'a pas forcément été facile d'un point de vue voilà, enfin du fait de la distance, c'est vrai que commencer un nouveau job de chez soi quand on est censé bosser en équipe, c'est pas facile. Oui. Comment ça s'est passé et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue professionnel? Kevin est encore en période d'essai parce qu'il a commencé un peu plus tard que moi. Donc lui, il est encore en période d'essai. Moi, mon CDI a été validé en avance. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à l'hôpital et j'étais en arrêt maladie pendant plusieurs jours à cause, parce qu'on a découvert que j'avais une maladie que je ne savais pas que j'avais. Et du coup, le syndicat, etc., s'est mis sur le dos de elle a une maladie chronique, on peut pas la virer maintenant, pas possible. Elle fait un bon boulot, les gens l'aiment bien, tout se passe bien, donc on valide son CDI. Ils ont obtenu gain de cause. Ah oui. Et puis, en fait, tout se passait bien. Ma boss m'adorait, les gens de l'équipe m'aiment bien. Du coup, ma boss s'était battue, le syndicat s'était battu, mais c'était pas vraiment. Ils n'avaient pas besoin de se battre parce que les retours étaient positifs de toute l'équipe. D'accord. Donc ils l'ont validé pendant que j'étais encore à l'hôpital et encore en arrêt. Donc quand je suis rentrée au bureau en allant quand même un peu mieux, même si c'est pas fini. J'ai signé les papiers qu'il fallait signer et puis c'était lancé et puis c'était bon. D'accord. Maintenant, j'ai appris ça la semaine... non, j'ai eu une discussion avec... Entre-temps, je sais même plus où commencer. Entre-temps, pendant que j'étais à l'hôpital, mon ancienne boss, qui était géniale et incroyable et que j'aime beaucoup, est partie. Ce qui était prévu, ça c'est un peu, ça a toujours été prévu. Donc la personne qui l'a remplacé était son patron, avec qui j'avais eu quelques interactions, mais rien de dingue parce qu'il passait toujours par ma boss. Du coup, change of leadership a été fait, et à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi du comment, c'est en espace de quelques semaines. Tout s'est vraiment dégradé. Et du coup, maintenant, je suis en procédure de licenciement. Ah merde, d'accord. Ok. Donc un retour pas évident. Donc entre la maladie... Une sclérose en plaques rémitantes, ça n'a rien à voir avec le Covid parce que j'ai des lésions qui étaient faites avant. Mais on pense, sauf qu'il n'y a pas vraiment de data pour prouver d'une façon ou d'une autre, mais on pense que ça s'est manifesté de façon vraiment compliquée au point que je me retrouve aux urgences à cause du Covid. Ok, bon, dis donc, un retour un peu sur les chapeaux de roue. J'étais en train de rigoler avec mon mari, je lui dis mais c'est pas possible, ils vont vouloir m'expulser. Ils vont me faire retourner aux États-Unis, mais pour l'instant non, pas encore. Peut-être plus tard. Du coup, donc effectivement, tu dis ça aussi par rapport à la prise en charge médicale et le coût qui est inhérent en France. On a quand même une belle prise en charge. Oh mon Dieu, ouais. Alors, j'ai pratiquement rien payé en fait. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas.
Au final, avec la mutuelle, le truc, le bidule. Et justement, en fait, donc on parle souvent, tu sais, du retour, du retour en France, du fait que c'est hyper compliqué d'un point de vue administratif de pouvoir réouvrir ses droits. Enfin, du coup, toi, ça a été hyper important en fait que ça soit fait, que ça soit fait rapidement et bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe, et je sais pas, est-ce que tu as des conseils justement pour des personnes qui rentreraient? Bonne chance. Moi, ça allait parce que j'avais un travail et du coup, j'avais pas le délai de carence et j'avais pas tous ces trucs-là. Donc, ça a vachement aidé de ce point de vue-là parce que j'avais juste à envoyer le RIB, le contrat de travail. Je crois que j'ai renvoyé une fiche de paye aussi. Et pour moi, ça a été relativement rapide pour réouvrir les droits, sauf que j'avais pas accès à Amélie parce qu'Amélie reconnaissait pas mes informations. Du coup, il faut appeler le 3646. Je crois que c'est ça le numéro pour parler à quelqu'un directement. Pour mon mari, ça a été plus compliqué parce qu'il avait un délai de carence et qu'ils acceptaient pas la facture du Airbnb. Le billet d'avion sans retour n'était pas assez pour les convaincre qu'on était ici pour rester. Donc lui, il avait un peu plus de délai que moi, mais c'était pas drastique. Et lui, il est pas tombé malade, donc en soi, c'est pas grave. Et le fait que vous soyez mariés n'aide à rien. Enfin, je veux dire, s'il y en a un pour lequel vous avez pu réouvrir les droits, enfin, le fait que vous soyez mariés, que vous soyez au même endroit devrait suffire, non, pour dire que vous êtes dans la même situation? Bah, apparemment pas. Parce que on avait envoyé nos papiers ensemble. Donc, on avait littéralement tout mis ensemble. Mais c'était un peu plus compliqué. Donc, au final, ça a été fait. Donc, c'est pas grave. Je me plains pas. Maintenant, c'est réouvert. Le plus important, c'était vraiment pour moi. Et j'ai réussi à avoir accès à Amélie. J'ai réussi à avoir une carte vitale. Donc, tout s'est bien enchaîné au final, même si j'avais payé une partie de mes frais directement parce que j'avais pas encore de carte vitale, donc il fallait que j'envoie les feuilles de soins avec quelques-unes qui ont été perdues. Ça prend un temps de fou. Donc, mais bon, c'est par rapport aux États-Unis, ils m'auraient remboursé. Donc à partir de ce moment-là, je peux rien dire de plus. Hein. Donc, si on revient un petit peu sur la chronologie des choses. Donc, on s'est parlé. Vous veniez juste de rentrer. Vous venez de vous installer dans cette Airbnb à Paris. Vous commenciez votre job. Le confinement s'est passé. Tu as été diagnostiquée donc malheureusement avec cette maladie. Puis la vie a en quelque sorte repris en France. Ça nous a un peu choqué même nous vu des États-Unis où la vie n'a jamais vraiment repris. Enfin, en tout cas dans les régions dans lesquelles on est. Est-ce que du coup, est-ce que tu as pu renouer finalement avec ta vie française assez facilement puisque les choses ont réouvert ou comment c'est passé parce que finalement tu avais encore peut-être un petit peu la tête encore en Amérique du Nord ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Si quand même. Hein. C'est de toute façon c'est difficile d'ajuster quand même de partir d'une ville qu'on aime pour aller autre part. Surtout en arrivant en plein confinement, c'était folklore. Une fois que les choses ont réouvert, on s'est pris un week-end pour aller dans le sud en juillet. Donc ça, c'était top. On a vu des amis, on a fêté mon anniversaire dans un parc. Enfin, tout était vraiment... j'avais vraiment l'impression que tout était derrière nous. Mais aujourd'hui, on en paye le prix parce qu'il y a 40 000 nouveaux cas par jour. Je dis merde, on aurait peut-être dû rester confiné plus longtemps. Ouais. Donc maintenant, on est dans une période où tout est à peu près normal, mais pas vraiment parce que les bars sont fermés. On doit être chez nous à 21h. Mais bon, au moins, on peut continuer à sortir, on peut continuer à faire notre vie, etc. D'accord. Et donc justement, toi, ton intégration, enfin ton intégration à ta vie d'avant, si je puis dire, comment ça s'est passé? Donc t'as pu revoir des amis, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, est-ce que je sais pas, t'avais des attentes et comment ça s'est passé pour de vrai quoi? Je pense qu'en fait les attentes sont vraiment passées par la fenêtre à partir du moment où je suis rentrée en plein confinement. Ouais. Parce que à partir de ce moment-là, je me dis mais c'est pas réel. Donc ça servait à rien d'avoir quoi que ce soit comme attente parce que je savais pas ce qui allait se passer. C'est tout bête hein, mais je savais pas comment le virus allait évoluer, je savais pas si j'allais rechoper, je savais pas si toute la population mondiale ça allait être comme la plague.
Je sais plus comment on dit ça. La peine. Ouais, je savais pas si ça allait être comme ça. Je savais pas. Je savais rien en fait. Du coup, au niveau des attentes, je suis partie sans attente et je me dis bon, bah, on va voir comment ça se passe. Et je pense que c'est mieux parce que, étant donné la situation dans laquelle je suis là, je m'y attendais pas forcément, mais je me suis peut-être douté à un moment que c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, on est là où on est, mais au moins j'ai pas eu de déception. Et surtout avec le fait qu'après j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques, je suis très dans l'approche de c'est one day at a time, genre un jour, on passe la journée, ok, on recommence demain. Ça vend pas du rêve, mais ça aide à pas avoir trop d'attentes qui pourraient faire que je sois déçue à la fin de la journée. Bah alors au final du coup donc c'est un retour un peu hors du commun par rapport à des histoires qu'on a déjà entendues. Donc entre effectivement donc le confinement, le licenciement, le diagnostic qui ne doit pas être facile au quotidien. Est-ce que rétrospectivement il y a des choses que tu ferais je sais pas différemment, tu vois, maintenant 9 mois après, même peut-être après c'était même de mémoire il y a pile 1 an, vous avez décidé de rentrer. Est-ce que voilà, quelles sont les leçons finalement que tu as apprises? Peut-être que vous vous êtes découvert aussi des forces que vous ne soupçonniez pas. Et est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Je sais pas. En fait, avec ce que je sais pas ce qu'on aurait pu faire différemment. Parce que si je serais restée aux États-Unis, financièrement, je serais dans un trou total. Avec l'hospitalisation en urgence, l'ambulance, le traitement, les rendez-vous chez le neurologue, les rendez-vous chez le généraliste, la prise de sang, les électrocardiographie, enfin tous les examens que j'ai faits et tous les traitements que j'ai faits par IV, par intraveineux, enfin j'étais une passoire. Donc je me dis mais je serais restée aux États-Unis, je serais dans un trou incroyable. Donc je sais pas ce qu'on aurait. Aucun regret. Financièrement, aucun regret. Je regrette d'avoir annulé nos vacances au Japon parce que je me suis dit que ça aurait été vraiment cool de le faire, qu'on aurait pu. Et au pire, on aurait été resté coincé au Japon, mais ça aurait pas été beaucoup mieux en fait. Donc je sais pas. Je pense qu'on a vraiment fait du mieux qu'on peut et on continue à faire du mieux qu'on peut. Je pense qu'on a découvert pas mal de choses. Je me suis découverte beaucoup plus forte que je pensais parce que c'était vraiment pas un diagnostic facile. C'est toujours pas un diagnostic facile. J'ai beaucoup de personnes, des médecins, des trucs comme ça qui se disent mais je comprends pas comment tu fonctionnes. T'as pas de moment où tu dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je sens un peu qu'on s'acharne contre moi, mais je me dis que c'est pas grave. Ça va peut-être devenir pire, mais avec un peu de chance non. Et je trouverai autre chose qui sera mieux. Enfin, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Bah, tu restes plutôt positive, dis donc, c'est super ça. Bah, j'ai pas le choix. J'ai pensé plusieurs fois, plus d'une fois, à me lamenter sur mon sort. Après, je me suis dit que ça allait pas changer grand-chose, donc ça servait à rien. Et je me suis rendu compte que j'étais hyper têtue. Que quand je veux quelque chose, généralement, je fais en sorte de l'avoir. Et ça, je pense que ça aide. Donc oui, c'est chiant. D'être malade, c'est chiant. De devoir faire des traitements, c'est chiant. Mais au final, ça aurait pu être pire. Je suis dans une période où il y a eu tellement de recherches que ça commence à arriver dans une bonne direction. Donc je me dis que c'est vivable. Et si c'est pas vivable, je vais me battre pour en foutre plein la gueule à la sclérose en plaques. Avec un peu de chance, ça va me foutre la paix. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je te dis un grand bravo pour ta détermination. Finalement, donc, on a parlé donc de tes expatriations donc à Londres, à San Diego et donc plus récemment à New York. Est-ce que avec le recul donc de ce retour, etc., est-ce que tu as une idée d'abord, en premier lieu, de qui tu serais, à quoi ressemblerait ta vie si tu n'étais pas partie à l'étranger finalement? Oh là. Oh la vache, j'y avais jamais pensé. Je sais pas. Vous avez 4 heures. Je sais pas. T'imagines? Non, je pense que je serais. Ça va être négatif, mais je pense que je serais moins ouverte d'esprit parce que, enfin, les gens disent que je suis trop libérale parce que j'ai rencontré tellement de personnes incroyables, que ce soit toute origine, toute orientation sexuelle, enfin tout.
je serais beaucoup moins ouverte d'esprit parce que j'étais moins exposée à ça dans ma vie actuelle à Paris, enfin dans ma vie d'avant à Paris. Et je pense que je serais vraiment franco-française. Et quand je dis ça, c'est pas un compliment. Alors, qu'est-ce que c'est la définition d'un franco-français pour toi? Bah, c'est quelqu'un, c'est ce que je vois au bureau. Enfin, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup, hein, donc il y a vraiment énormément de gens que je trouve incroyables. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'a priori, beaucoup d'a priori. Et puis c'est des gens que j'ai remarqué que s'ils connaissent pas, ils vont pas forcément explorer. Ok. Et puis c'est les blagues, mais on connaît, apparemment j'ai trop l'humour américain, donc j'avais pas trop bien compris. Mais c'était des blagues noires qui étaient vraiment très sexistes, racistes, etc. Donc moi j'avais jamais eu ça aux États-Unis. Mais apparemment ici c'est acceptable. Tu veux dire que c'est de l'humour qui n'est pas forcément de très bon goût ou de l'humour pas très politiquement correct? Les deux. Pour moi, c'est pas très... En fait, si c'est pas politiquement correct, je pense qu'il y a une façon de rire là-dessus. Et généralement, c'est le cas. Mais vu que vraiment, c'est à l'encontre de tout ce que je pense et tout ce qui est... Enfin, pour moi, c'était vraiment... Du coup, en fait, c'est vachement intéressant parce que tu ne t'identifies pas finalement comme franco-française, comme tu le dis. Tu n'es pas française. Enfin, tu n'es pas française. Tu es française sur le papier, bien sûr, mais tu ne t'identifies pas comme française culturellement finalement. Non, pas pour l'instant. C'est intéressant ça. Et alors, t'es quoi? T'es qui? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que je suis paumée entre New York et Paris, quelque part un peu au milieu de l'Atlantique. Ouais. Parce que j'étais jamais vraiment américaine non plus, donc je sais pas. C'est pas facile ça, effectivement en fait de te sentir complètement chez toi, de te sentir complètement en adéquation en fait ni d'un côté ni de l'autre. Je l'entends tout à fait et je suis vraiment intéressée de savoir ton cheminement là-dessus. Mais en fait, j'y ai jamais pensé parce que en France, même quand je vivais ici et que avant que je m'expatrie ou que j'aille n'importe où, quand les gens m'entendaient parler anglais et qu'ils me disaient ah mais t'es américaine, je fais bah mon père est américain, il fait bah oui t'es américaine, je fais non je suis française. Il dit bah non t'es américaine, je fais putain mais foutez-moi la paix, je suis française. Enfin j'ai habité ici, je sais pas ce que vous voulez de plus. Et quand j'allais aux États-Unis, il dit ah ouais t'es française. Je fais mais non mais je sais pas. Pick something and stick with it, tu vois, genre je sais pas déjà pourquoi j'ai besoin d'une validation sur l'un ou l'autre. Oui. Je peux être les deux. Bien sûr. Et tu peux aussi mais c'est vrai que les gens ont du mal à... Oui, voilà, mais du coup, si je suis ni l'un ni l'autre, je sais pas ce que je suis, à part moi. Mais ça aussi, ça me va, ceci dit. Hein. Mais ouais, je sais pas. C'est très bizarre. Parce que j'y ai jamais pensé comme ça. Mais ouais, du coup, ici, je suis trop américaine et quand je suis aux États-Unis, je suis trop française. Donc ouais, c'est quelque part au milieu de l'Atlantique. Est-ce que tu sens il doit y avoir une petite île ou quelque chose. Dans les Açores, par exemple, c'est pas mal ça. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que Polynésie française, pourquoi pas. Polynésie, c'est un peu l'autre côté quand même, hein, mais ça fait. Ouais, mais je me dis que c'est. Ouais, mais si on passe par la droite, tu vois, genre si on prend le long chemin. Oui, c'est. D'accord. C'est un détour, c'est le long chemin, Mais après, je me dis, ça se trouve, c'est très bien. On prend le scenic route. Ok. Voilà. Exactement. Est-ce que tu sens du coup toi un décalage en fait, est-ce que tu sens que tes proches, tes collègues, etc. Est-ce que tu sens que ils comprennent pas exactement qui t'es ou tes réactions ou tes attentes du fait en fait voilà de ce décalage culturel? Oui, les collègues, oui. Au final, je veux dire, je pense qu'il y a énormément d'expatriés proches ou moins proches de France en fait qui s'ils ne sont pas en chemin retour, en tout cas, se sont au moins à un moment posé la question avec cette crise sanitaire du retour en France. Ouais. Aucun regret sur le retour en France de ton côté, malgré tout ce qui se passe? Et je peux pas dire que j'ai aucun regret parce que, je te l'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, c'était vraiment dur de partir de New York dans les circonstances dans lesquelles on est parti. Donc, si on avait pu faire tout ce qu'on avait envie de faire, si on avait pu faire une grande dîner, une grande soirée avec tous nos amis pour leur dire formellement au revoir, je pense que j'aurais eu moins de mal à partir dans des situations-là. Mais à l'heure actuelle, avec ce que je sais, heureusement que je suis rentrée. Et est-ce que je regrette? Non.
Est-ce que j'ai hâte que que la vie reprenne normalement? Oui, et je pense que je pourrais vraiment prendre une décision de si j'ai repris à ce moment. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil en fait forte de tous ces enseignements, de tout ce que tu as vécu là au cours des 6-9 derniers mois? Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à des expats qui se posent la question de rentrer, qui sont à 2 doigts de déclencher un retour? Quelle est peut-être la leçon principale que tu as appris de tout ça, ou un conseil, voilà, un truc que tu ferais peut-être différemment ou que tu referais exactement pareil? De ce que j'ai appris des départs à Londres, à San Diego, à New York et à Paris, c'est que on saura jamais exactement comment ça va se passer avant d'être là, en fait. Donc, on avait parlé un nombre de fois incalculable de rentrer à Paris. Après, ça s'est fait. On a essayé de tout mettre en place du mieux possible pour que ça se fasse bien. Au final, ça s'est pas passé si bien que ça. Mais ça va. On est là. On a un toit, on a un boulot pour l'instant. Donc, ça va. Ça aurait pu être pire, mais il y a aucune préparation. On a beau préparer tout le mieux possible, il y a aucune préparation qui va pouvoir adresser le changement psychologique qu'il y a à faire de bouger d'un endroit à d'un autre. Et si on ne bouge pas, on se posera toujours des questions de oui, mais si j'avais pas fait ça ou si j'avais pas fait ci. Donc c'est compliqué comme situation. Mais après. Je pense que de toute façon, de rentrer à Paris, à Paris, c'était que de la France, de rentrer en France, si on a grandi là-bas et qu'on connaît la culture et qu'on connaît les amis, on n'aura jamais de regrets parce que en soi, c'est quand même là où on a grandi, c'est là où on a ce sera toujours nostalgique. Et je pense que ça peut être bien. Et puis au pire, si ça va pas, on rentre. Ouais, il y a jamais rien de complètement définitif, quoi. Oui, bah oui. Ça coûte cher, c'est chiant parce que du coup on a payé un déménagement pour en repayer un autre. Mais si on arrive en France et qu'on est misérable, bah on sait où aller après. On repart, quoi. Très bien. Écoute, je te dis un grand merci pour ce partage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais, je sais pas, adresser à nos auditeurs ici ou ailleurs? Un dernier petit truc que tu voudrais partager? Si on commence à se poser des questions, c'est que il faut prendre une décision. Et s'il y a des questions qui se posent, il faut prendre la décision en fonction. Et c'est tout. Et au pire, on regrette. Ou sinon, on a la meilleure expérience qu'on ait pu faire. Donc, que ce soit rentrer en France ou partir s'expatrier en Australie, why not? Très bien. Bon. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter alors pour le futur? La fin du Covid, je sais pas. Je me projette pas, donc je sais plus. Peut-être, je pense la fin du Covid parce que du coup, je pourrais voyager, je pourrais faire plein de trucs. Très bien. On pourra venir faire ton dîner d'au revoir à tes potes à New York. Voilà, exactement. C'est prévu pour juillet, donc on verra comment ça se passe. Et voilà, c'est terminé pour cette rediffusion de l'histoire de Déborah. Je trouve que c'était intéressant de se replonger finalement dans l'histoire originelle, histoire d'avoir le contexte et avant de découvrir la suite de ces péripéties. Pour découvrir la suite, direction le 2e épisode de French Expat qui est sorti cette semaine. C'est parti, je vous y retrouve.